Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une question qui, je pense, doit hanter les nuits de pas mal d'entrepreneurs. Comment on fait pour que son produit, celui qu'on a mis des mois, voire des années à créer, se retrouve un jour dans les rayons d'un supermarché? C'est la grande question. Et le sujet est lourd, parce que les chiffres qu'on a trouvés sont assez dingues. La grande distribution, c'est entre 70 et 75% du budget alimentaire des Français. C'est juste énorme. C'est un canal incontournable, en fait. Totalement. Et c'est un point, je crois, qui est souvent sous-estimé. On est tellement concentré sur son produit, sur le fait qu'il soit parfait, qu'on oublie parfois que la distribution, le fameux place dans la règle des 4 P, produit, prix, promotion et donc place, c'est là où tout se joue. Avoir le meilleur produit du monde, si personne ne peut l'acheter, Ça ne sert à rien. ça ne sert à rien. C'est vraiment un pilier stratégique. Bon, alors notre mission, ça va être de décortiquer tout ça. On va essayer d'en extraire un vrai guide de survie avec les étapes, les astuces et aussi les pièges à éviter. Alors, logiquement, par quoi est-ce qu'on commence? J'imagine par le produit lui-même. Oui, tout part de là. Et les sources sont unanimes là-dessus. Pour attirer l'œil d'un acheteur, il faut arriver avec un produit qui innove, qui se différencie. Mhm. Les grandes surfaces, elles sont bombardées de propositions. Elles cherchent la petite pépite, le truc qui va surprendre leurs clients. Un bon produit, apparemment, ça ne suffit plus. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que innover veut vraiment dire pour eux. Ce n'est pas juste l'idée de génie sortie du garage. D'accord. Les documents insistent sur un point beaucoup plus terre-à-terre. L'anticipation de l'industrialisation. C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que votre super idée peut être produite en grande quantité, à un coût maîtrisé, en respectant toutes les normes? C'est ça la vraie question de l'acheteur. Il veut des preuves de faisabilité, des choses comme un proof of concept, un POSI. ou un minimum viable product, un MVP. Ah oui, il veut du concret. C'est ça qui transforme une idée sympa en un projet crédible à ses yeux. Et pour le client, cette innovation, elle se voit où? Ça peut être une nouvelle recette, un goût inédit, mais aussi son emballage. Le packaging, c'est crucial, absolument. Une source dit même que si le produit en lui-même est assez classique, il faut tout miser sur l'emballage. Il y a une anecdote là-dessus d'ailleurs. Ah oui, une marque de biscuits bio qui n'arrivait à rien. Packaging très sobre, très nature. Ils ont tout changé pour une boîte ultra colorée, presque criarde. D'accord. L'acheteur a trouvé ça horrible, mais il a parié que les clients, eux, allaient le remarquer. Et ça a été un carton. L'audace, ça peut payer. C'est une excellente illustration. Ok, donc l'innovation produit, c'est la clé d'entrée. Mais j'imagine qu'un acheteur de Carrefour ou de Leclerc, il en voit passer des dizaines des produits innovants chaque semaine. Comment on le convainc, lui, de prendre le risque sur notre produit? C'est la question centrale. Pour le distributeur, c'est de la gestion de risque. Un nouveau produit qui ne se vend pas, c'est un bid. Ça lui coûte de l'argent, de l'espace en rayon. Un espace qui est très cher. Très précieux. Donc il a besoin de garanties, de preuves que la marque va l'aider à vendre. Et là, il faut arriver avec un plan de communication solide sous le bras. Un plan média, des campagnes sur les réseaux sociaux. Exactement. Des collaborations avec des influenceurs. Tout ce qui montre qu'on va créer de la demande. C'est un peu comme dire au distributeur, Ne vous inquiétez pas, on va faire le boulot pour amener les clients jusqu'à votre magasin. c'est exactement ça. Il y a même une notion de transfert de coûts. La marque investit en visibilité sur le web et c'est le magasin qui en récolte les fruits. Et il y a une autre forme de preuve qui est très puissante. La validation par des tiers. C'est-à-dire les labels, les récompenses. Oui, un prix, un label saveur de l'année. Pour l'acheteur, c'est une caution de sérieux. Ça réduit son propre risque, car le produit a déjà été validé par d'autres. Bon, on a un produit innovant, un dossier de preuves solide, on est prêt, et on fait quoi concrètement? On prend son téléphone et on appelle la centrale d'achat de Système U. Alors, c'est là qu'on touche à un point fondamental, peut-être le plus stratégique de tous. Il faut comprendre le terrain de jeu. Et en France, il y a une grande distinction, les enseignes intégrées et les indépendantes. D'accord. Les intégrées, c'est Auchan, Carrefour, les magasins appartiennent au groupe. Pour y entrer, il faut passer par une négociation centralisée. Avec un acheteur national. C'est le sommet de la montagne, en quelque sorte. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a les indépendants. Et Leclerc, Intermarché, Exactement. Et là, chaque propriétaire de magasin est un chef d'entreprise autonome. Il décide beaucoup de choses lui-même. ah, donc pour entrer chez eux, il faut faire du porte-à-porte, magasin par magasin. C'est l'idée.
C'est plus long, plus fastidieux, mais c'est aussi beaucoup plus accessible pour une jeune marque. Du coup, il faut choisir son camp. Soit on tente le gros coup avec les intégrés, soit on y va pas à pas avec les indépendants. Pas forcément. La stratégie qui est la plus recommandée, c'est ce qu'on appelle la stratégie bimodale. On vise les deux, mais de manière intelligente. Le conseil quasi unanime pour une jeune marque, c'est de commencer par les indépendants et les magasins de proximité. Pourquoi? C'est plus facile. Le contact est plus direct. Oui, on peut parler au chef de rayon, parfois même au directeur. C'est un super terrain d'entraînement pour faire ses preuves. Et en plus, le trafic dans ces magasins de proximité a augmenté, d'après une des sources, de 8% en 2022. Ce n'est pas négligeable. Non, ce n'est pas un circuit secondaire. Et surtout, cette étape, il faut la voir comme un moyen. Le but, c'est de collecter des données. Ah oui. Si on est référencé dans quelques magasins, on va pouvoir mesurer les ventes réelles, les rotations, les ventes moyennes par semaine. Ces chiffres-là, c'est de l'or. Donc, si je comprends bien, on utilise les indépendants pour se construire une sorte de dossier de guerre, avec des vrais chiffres. Voilà. Et c'est avec ce dossier qu'on peut enfin aller frapper à la porte des centrales d'achat et commencer la vraie négociation. Vous avez tout compris. On ne vient plus avec une promesse, on vient avec la preuve que le produit se vend déjà. L'approche se change du tout au tout. Alors parlons-en de cette négociation. J'imagine que c'est un moment de très haute tension. C'est le moment de vérité. Quels sont les points clés pour ne pas se faire dévorer tout cru? Le premier point, c'est d'arriver en ayant parfaitement intégré la marge du distributeur. Et là, il y a un chiffre qui peut surprendre. Les sources parlent d'une moyenne autour de 30%. 30%? Oui, c'est énorme. Sur un produit que vous vendez 10 € au magasin, il faut prévoir que 3 € ne vous reviendront jamais. Ah oui, c'est vertigineux. Si on n'a pas anticipé ça dans son business plan, Tout le modèle s'écroule. C'est un équilibre très précaire, celui de la stratégie de prix. Il faut que le distributeur marge bien, mais il faut aussi assurer sa propre rentabilité. Et c'est là que le fameux dossier de guerre devient votre meilleur allié. Vous argumentez avec vos chiffres. les ventes, la fréquence d'achat, Oui. Et l'argument ultime, celui que tous les acheteurs veulent entendre, c'est de prouver que votre produit va attirer une nouvelle clientèle en magasin. qu'on ne vient pas juste prendre une part du gâteau, mais qu'on vient agrandir le gâteau du magasin. Exactement, vous lui faites gagner des parts de marché sur son concurrent, là il vous écoute. Et est-ce qu'il y a des astuces, des leviers de négociation un peu plus malins qui sont mentionnés dans les documents? Oui, il y en a un de très concret. Négocier dès le départ un emplacement promotionnel, même temporaire. Une tête de gondole, par exemple? Par exemple, c'est un investissement, bien sûr, mais c'est un levier de visibilité phénoménal pour le lancement. Ça déclenche les premiers achats. C'est une façon de dire non seulement mon produit est bon, mais je suis prêt à investir avec vous pour qu'il décolle tout de suite. C'est un signal très fort. D'accord. Imaginons, la négociation est réussie. Le contrat est signé, on est en rayon. On a envie de sabrer le champagne, mais... Mais le travail ne fait que commencer. C'est ça. Le produit ne va pas se vendre tout seul. Comment on fait pour que le dialogue continue sur le terrain, dans chaque magasin? On passe à l'exécution. Et ça passe par la mise en place d'une force de vente. D'accord. Il y a plusieurs options. La force de vente interne, classique, avec ses propres salariés, c'est coûteux. Pour une jeune marque, une option très intéressante, c'est la force de vente externalisée. C'est-à-dire? On fait appel à des agents commerciaux indépendants qui connaissent déjà parfaitement un secteur. C'est plus flexible, ça maîtrise les coûts fixes. Et puis il y a un modèle hybride, la force de vente supplétive. C'est un renfort ponctuel pour un gros lancement, par exemple. Et quel est leur rôle exact sur le terrain? Ce n'est pas juste prendre des commandes, j'imagine. Oh non, leur rôle est capital. Ce sont les ambassadeurs de la marque. Ils ne parlent pas à l'acheteur national, ils parlent au chef de rayon. L'interlocuteur clé au quotidien. Absolument. Ce sont eux qui s'assurent que les produits sont bien placés, bien visibles. C'est le fameux merchandising. Ils vérifient la PLV, la publicité sur le lieu de vente. Ils peuvent proposer des animations. En fait, leur mission, c'est de s'assurer que les produits vivent et tournent en rayon. Il y a une phrase qui résume bien ça dans une des sources. La grande distribution déteste l'immobilisme. C'est ça, un produit qui dort en rayon est un produit mort. Exactement. C'est fascinant de voir tout ce processus. On est parti d'une idée, d'une innovation, et on arrive à l'importance du dialogue humain dans chaque supermarché. Si on résume 5. 1. Un produit qui se démarque, dont on a prouvé la viabilité industrielle. 2. Un dossier en béton avec un plan de com et des preuves de vente. Idéalement en commençant par les indépendants. Voilà. 3. Armé de ces données, on affronte la négociation en ayant bien en tête la question de la marge.
Et 4. Une fois l'accord obtenu, 5. 5, pardon, le combat continue sur le terrain avec une force de vente pour faire vivre le produit. C'est un parcours du combattant, c'est certain. Et ce qui est frappant, c'est de voir que tout cet effort colossal, il vise un seul objectif, occuper quelques centimètres sur une étagère. C'est fou dit comme ça. Mais les sources sont unanimes sur un point qui remet tout en perspective. Si c'est le distributeur qui décide qui a le droit d'entrer, au final, c'est le client qui décide qui a le droit de rester. Le véritable juge de paix. C'est le caddie du consommateur. Ce qui amène une dernière pensée, en fait. Le référencement, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le coup d'envoi. Mhm. Une fois que le produit a gagné sa place si chèrement disputée, la vraie question se pose, comment on fait pour qu'il ne fasse pas que passer, mais qu'il devienne une habitude dans le panier des gens? Mais ça, c'est peut-être une autre histoire.